Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'environnement au Canada, un podcast sur l'environnement au Canada réalisé par Sierra Club Canada. Je suis Diamond Yaw, votre animatrice de podcast francophone à Sierra Club Canada. Aujourd'hui, je discute avec Sylvain Comeau, un jeune environnementaliste qui est à la tête de Maritimes Against Climate Change. Inspiré par Greta Thunberg, Sylvain a décidé de fonder cet organisme pour mobiliser les citoyens et citoyennes du Nouveau-Brunswick contre les défis environnementaux. Son organisme organise des événements, des manifestations et des corvées de nettoyage pour lutter contre le changement climatique. Nous discuterons du mouvement environnemental dans les provinces maritimes, des plus gros défis environnementaux auxquels la région fait face et de comment organiser des mobilisations citoyennes. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions, d'événements et des mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube, et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal au 90.3 FM toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir le dernier épisode. Bonjour Sylvain, bienvenue au podcast L'environnement au Canada. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Absolument, et merci de m'avoir. Donc, comme vous avez dit, mon nom est Sylvain Comeau, je suis la tête du groupe Maritimes Against Climate Change. C'est un groupe qu'on a commencé un couple d'années passées pour spécifiquement faire des protestations et des événements de nettoyage. Tout de suite, c'est alentour du Nouveau-Brunswick. On a commencé au nord à Bathurst. Maintenant, on est au sud à Moncton, mais on essaye de planifier d'autres événements partout, tout alentour du Nouveau-Brunswick. Et on va espérer bientôt dans le futur de le faire à d'autres provinces aussi. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de quelques initiatives que Maritimes Against Climate Change a fait récemment? Donc, pour ça, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a fait plusieurs protestations. Le plus récent, c'était en mars 15 2025, spécifiquement pour encourager le monde à plus parler du réchauffement climatique et des causes du réchauffement climatique et d'agir en action municipale, provinciale et fédérale pour envoyer plus de monde pour soutenir l'énergie verte spécifiquement. Mm-hmm. Et ces manifestations-là, est-ce que c'était à travers tout le Nouveau-Brunswick? Pour tout de suite, malheureusement, c'est seulement dans une ou deux villes pour tout de suite, mais on essaie de planifier et de faire des événements coïncidents en même temps que d'autres groupes pour essayer de le faire partout au Nouveau-Brunswick. On a rejoint plusieurs événements tels le Jour de la Terre. Il y avait spécifiquement Seniors for Climate qui a fait un événement à Fredericton et on a même présenté la protestation. C'était en avant de l'initiative et même Susan Holt était là pour voir. Donc, au moins qu'on est en train de se manifester devant les personnes en pouvoir de tout. Mm-hmm. Je trouve vraiment intéressant qu'il y a un Seniors Against Climate Change. Donc, comment est-ce que c'est d'impliquer des aînés dans la cause climatique et pourquoi c'est important que les aînés s'impliquent? De ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ils croient que, ils savent que les générations futures sont dans cette situation-là à cause des
des générations d'avant et ils veulent avoir une meilleure avenir pour leurs enfants et leurs grands-enfants. Et je dois dire que la plupart des personnes que j'ai parlé avec dans Seniors for Climate, ils ont beaucoup d'empathie pour les générations futures parce que même comme moi, comme un jeune, j'ai peur de l'avenir. Et une des choses qu'on essaie de comme rassembler avec, c'est que l'avenir, c'est incertain avec le réchauffement climatique, avec les événements climatiques extrêmes tels les ouragans, les feux de forêt et même la chaleur extrême qui va probablement nous arriver bientôt avec l'été. Et ces situations-là, quand les aînés étaient jeunes, il y avait rarement ces événements-là et maintenant c'est à chaque année que ça arrive. Donc, avec leur âge, ils savent ce qui s'arrive ou ce qui s'empire techniquement avec le réchauffement climatique. Une des choses que moi je peux dire, comme de mon côté, je me rappelle que au nord à Bathurst, il y avait tellement de neige que moi et ma famille, on jouait dans le neige la plupart du temps durant l'hiver. Et mon père, il me lançait de mon deuxième étage, comme pas vraiment comme de deuxième étage, comme de 1,5 étage. Et je tombais dans la neige, il y avait juste comme un pied, donc on jouait avec ça. Mais si je le ferais maintenant, je pourrais facilement dire que je casserais quelque chose. Mm. Ouais, il y a presque jamais autant de neige comme avant. Et même avant que j'étais né, mes parents et mes grands-parents, ils faisaient des immenses sculptures de neige, comme un tracteur comme de taille réelle, des immenses structures. Je crois qu'il y avait un couple comme des nouveaux films qui sortaient, comme des films de Disney, ils faisaient des immenses sculptures de ça. Mais celui que je me rappelle le plus avec les photos, c'était le grand tracteur aussi grand que la maison de ma grand-mère. Et maintenant, avec quand j'ai déménagé à Dieppe, malheureusement, il y avait pas assez de neige pour faire des choses comme ça. Mais même à Bathurst, il y a rarement assez de neige pour ces gros projets. Et c'est vraiment comme quelque chose que c'est facile à voir pour tout le monde que le climat est en train de changer et que ça va probablement s'empirer dans le futur. Et quand les aînés étaient à vos événements, est-ce qu'il y a eu l'occasion d'avoir un dialogue intergénérationnel avec les personnes plus jeunes? Ah oui, absolument. Une chose que je fais partie de aussi, c'est un groupe qui s'appelle le Greater Moncton Activist Coalition. C'est plus en anglais, mais à chaque fois que je rencontre des gens de d'autres groupes ou de d'autres équipes qui sont plus âgés, ils sont tellement contents qu'il y a des personnes de notre génération qui s'impliquent. Ça se peut que c'est à cause du COVID que maintenant tout le monde est isolé ou que on n'a juste jamais eu comme la chance pour se regrouper. Mais durant ces années-ci, et ça semble qu'on est tous dans nos propres silos en termes de groupe et en termes d'individus. Et ça, c'est pourquoi avant il y avait des problèmes d'essayer de faire des connexions avec des personnes comme de notre âge pour au moins comme faire des projets. Mais maintenant, il y a des groupes tels Acorn, il y a des Acorn, c'est spécifiquement pour des groupes à faible revenu ou à un revenu moyen. Et comme j'ai dit aussi, le Greater Moncton Activist Coalition qui essaie de regrouper tous les groupes d'activistes tels Seniors for Climate, le Citizens for Peace aussi, et Acorn aussi. Mais dans ce cas-là, on essaie de commencer à faire un réseau de plusieurs personnes et de plusieurs groupes pour au moins savoir qu'est-ce qui va s'arriver et quel projet qu'on essaie d'avoir pour l'avenir. Comment ça se passe, les collaborations entre les différents groupes? Dans ce cas-là, c'est assez facile. On envoie normalement juste un courriel à des groupes pour voir
ce qu'ils planifient de faire. Et aussi, on a des réunions, des rassemblements presque à chaque 2 à 3 semaines pour annoncer ce qu'on va faire. Et même ce qui va s'arriver bientôt, la ville de Moncton, il y a quelque chose qui s'appelle EnviroFest, que nous autres, le groupe Maritimes Against Climate Change, va être pour montrer ce qu'on a fait durant les dernières années et ce qu'on planifie de faire pour l'été. On essaie de faire un couple d'événements de nettoyage durant le mois de juin et on planifie de faire un gros rassemblement dans la ville de Moncton. Et ça se peut qu'il va y avoir d'autres groupes à d'autres places alentour du Nouveau-Brunswick qui vont essayer de travailler avec nous, mais c'est pas encore mis en place encore, mais ça va être dans le mois de juillet. J'aimerais revenir aux manifestations que vous avez faites devant les instances politiques. Donc, c'était quoi les impacts que ces manifestations-là ont eu? Est-ce que les instances au pouvoir ont répondu à certaines de vos demandes? Dans ce cas-là, oui et non. En termes des personnes comme provinciales, je crois qu'en 2023, il y avait une élection provinciale qui s'est faite et dans ce temps-là, on était encore à Bathurst et on avait fait une manifestation et durant l'élection, ce qu'on a fait, on a essayé de contacter toutes les personnes de chaque parti politique pour faire des discours, pour expliquer ce qu'ils vont faire et les personnes du groupe libéral, Parti vert et Parti NDP ont été là et pour cette année-là, pour une raison ou une autre, Susan Holt était la représentante de Bathurst pour le Parti libéral. Donc, elle avait fait un discours et pendant ce temps-là, on pouvait discuter de ce qu'on parlait de ce qu'elle a fait de son discours. Elle était en train de parler de que tout semblait correct. Les projets qu'ils faisaient déjà étaient assez. Et là, pour le NDP, le Parti vert, il parlait plus des choses qui arrêtent le progrès, des énergies vertes, des combustibles fossiles. Et au moins que la personne qui est notre premier ministre comme du Nouveau-Brunswick était là pour entendre et savoir les idées et les concerns du public. Donc, je me rappelle, elle était là aussi pour le Seniors for Climate protestation devant le législatif du Nouveau-Brunswick. Et elle a même fait un petit discours, pas trop comme en détail, mais elle a dit qu'elle voulait faire des changements pour protéger l'environnement. Et une des choses que j'ai vu que le Parti vert est en train de faire, c'est un nouveau loi qui s'appelle la loi concernant le droit d'un environnement sain. Et tout de suite, c'est en train d'être mis pour des changements à l'interne du législatif. Mais j'étais là un couple de semaines passées pour le discours. Et c'était vraiment intéressant. Donc, est-ce que tu pourrais parler un peu plus de cette loi-là? Exactement. Donc, la loi concernant le droit d'un environnement sain, ça a été déposé par David Kuhn, une des personnes du Parti vert du Nouveau-Brunswick. Et c'est plus ou moins avoir un climat sain ou un climat de bonne qualité comme un droit humain. Mm-hmm. Donc, c'est spécifiquement pour s'il y a des événements ou des choses que des industries ou que le gouvernement est en train de faire. Ils veulent qu'il y ait un groupe spécifiquement dans le gouvernement pour avoir des plaintes spécifiquement. Je crois que tout de suite, le minimum des plaintes, c'est de 2 personnes. Et si 2 personnes vont là et font une plainte contre l'industrie à cause de leur projet, et s'ils sont capables de montrer des preuves que ces projets-là vont nuire à l'environnement, soit direct la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ou plus indirect avec le changement climatique, là, cette partie du gouvernement-là, ils seront capables de voir et d'essayer de faire des changements pour que ça soit modifié ou arrêté à cause du montant de pollution ou d'impact grave que ça ferait à l'environnement.
Ouais, donc n'importe quel citoyen et citoyenne, en théorie, pourrait utiliser cette loi-là et faire quelque chose. Exactement, parce que ça serait un droit humain. Et même pour la plupart des droits humains, vous avez juste besoin d'avoir une personne. Mais malheureusement, il fallait changer pour le droit d'un environnement sain à au moins 2 personnes. Et de ce que j'ai entendu durant le discours, ils veulent ajouter plus de personnes pour être le minimum pour envoyer une plainte. Et dans cette situation-là, je comprends les deux manières à cause que ça se peut que ça ajouterait plus de stress sur les juges et la situation juridique du Nouveau-Brunswick. Mais aussi, je connais plus de situations où il y aurait juste 2 personnes ou une personne qui ont une situation qui les nuise en termes de la santé ou de l'environnement, de la propriété qui ont et que ce loi, ça les aiderait. Je sais que quand j'étais petit, je vivais proche d'un voie ferrée. Et à cause je crois que c'était un mine à Bathurst, ouais, il enverrait plusieurs des minéraux à travers de la voie ferrée à travers le train. Et à cause qu'on vivait proche de là, une partie de notre propriété était couverte de plusieurs minéraux, plusieurs détritus de la mine. Et ça nuisait à la qualité de l'eau à côté de la voie ferrée et il y avait des effets nuisables sur la forêt à côté et aussi plus la terre elle-même. Et avec ce que mon père a dit, ils ont dit que soit que ils vont acheter cette partie de la terre et rien par-dessus, ou que mon père garderait cette partie de la terre et là ils feront comme un nettoyage général. Mais la voie ferrée est encore là et ça se peut qu'il y a encore des situations qui arrivent que ça se peut que ce qu'il y a dessus les trains irait à côté de la voie ferrée et ça peut quand même nuire à l'environnement encore. Au moins que c'est pas la situation ce qui arrivait avant ou ce que à chaque certaine distance il fallait enlever une certaine montant de détritus de la mine. Mais maintenant, c'est changé où il peut plus faire ça. Mais il y a encore des situations que ça peut arriver, malheureusement, vous avez probablement eu l'information qu'il y a un écoulement d'huile à Irving, je crois à Woodstock alentour, que à peu près 180 000 litres de diesel a été écoulé. C'était une station de gaz spécifiquement Irving à Woodstock et qu'il y avait 180 000 litres de diesel qui a été envoyé. Malheureusement, ça se peut que ça voit ici que ça a été envoyé dans une fuite d'eau et comme vous pouvez facilement savoir, ça va nuire énormément à l'environnement alentour et aussi à cause du ruisseau. On ne sait pas comment loin que ça a été. Donc, cette loi-là, ça pourrait donner du pouvoir au public pour y aller contre ces groupes-là et ces événements-là pour au moins avoir de la considération et de la compensation pour ces événements-là. Et donc, j'imagine que c'est une loi qu'ils sont encore en train de discuter s'ils vont l'implémenter ou non. Exactement. Tout de suite, ils ont fait la deuxième lecture et tout de suite, ils sont en train de le mettre en anglais, ça s'appelle amendment. C'est les changements qu'ils vont faire dans la loi pour voir si ça peut facilement être mis dans la législation. Et ce que on peut voir, c'est qu'il y a des situations où que même ça peut jamais y aller aux amendments. Donc, maintenant, il faut juste attendre pour voir s'il le met aux amendments et là, après, ils seront capables de le mettre ça telle une loi directe pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, j'aimerais aussi parler des corvées de nettoyage que Maritimes Against Climate Change fait. Donc, est-ce que tu pourrais un peu parler de ça? Absolument. Donc, les nettoyages sont normalement faits avec la ville ou
ou le village qu'on va avec, ils nous donnent juste une place à nettoyer. Normalement, c'est des parcs ou des places alentour des cours d'eau ou de la forêt pour juste ramasser les déchets qui ont été là. J'ai même su que il y a des situations où les déchets étaient là pendant plusieurs années, mais nous autres, on fait ça gratuitement, on fait des événements de nettoyage où plusieurs personnes arrivent. On a de l'équipement pour faire les nettoyages, tels les gants, des bâtons pour ramasser. Et ça prend normalement comme un après-midi, un couple d'heures, et c'est juste un événement pour connecter les gens et de faire un petit peu pour la ville et pour les municipalités. Un événement qu'on a fait un couple d'années passées en 2023, c'était à Bathurst. Il y avait, en français c'est un axle aussi, c'est spécifiquement le devant d'une voiture, comme les deux pneus attachés par un axle. Ça, c'était dans la rivière Tête-à-Gauche. Et c'était là pendant plusieurs années. Et on planifiait de déménager à Moncton et à Dieppe. Donc, on voulait faire une dernière grand événement pour la ville de Bathurst. Et pendant des années, à chaque fois que je voyais ça, quand je travaillais par-dessus le pont de la rivière Tête-à-Gauche, je voulais toujours avoir comme un projet pour enlever cet axle de la rivière. Donc, ce qu'on a fait, on a parlé avec la ville de Bathurst et malheureusement, à la fin, il fallait que nous autres, on achète un camion comme remorque, nous autres mêmes, pour y aller. Et c'était toute une ordure. C'était ce qui s'est arrivé. On a essayé de planifier la longueur, comment que la chaîne du remorque doit être. Et on a fait plusieurs excursions dans la boue, dans la rivière, pour voir comment est-ce qu'on pouvait le sortir. Et là, à la fin de la journée même, c'était juste moi et mes amis. On a juste été dans la rivière. Et avec la remorque, on a su juste là que c'était comme un couple de pieds trop court pour être connecté à l'axle. Et pendant comme 15 minutes, on était juste là, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on serait capable de comme le connecter? On peut pas le laisser là. Tout le monde était là. Il y avait une douzaine de chars là, juste pour voir ce qui s'arrivait à cause que c'était vraiment un spectacle. C'est la première fois que la ville voyait comme un projet de telle envergure. Exactement. Juste avec un petit groupe comme Maritimes Against Climate Change, comme c'était avant. Au début, c'était juste moi et mes amis et un couple d'autres membres de famille et c'était au moins comme maximum 12 personnes qui planifiaient et je crois qu'il y avait seulement comme 5-6 personnes qui ont été dans la rivière. Et après 15 minutes, un autre remorque a apporté comme des chaînes pour le sortir. Et il fallait qu'on pousse l'axle et les pneus comme une certaine distance pour qu'il y avait assez de place pour entourer la chaîne sur l'axle elle-même. Mais à la fin, on l'a sorti, c'était un extrême comme effort de moi et tous mes amis. Et je m'en rappelle que quand ça a commencé à comme bouger, je pouvais entendre la foule comme par-dessus la rivière et d'alentour. Il y avait tellement de personnes qui nous encourageaient. Mais à la fin, malheureusement, personne vraiment savait qui l'avait fait. On avait comme fait des contacts avec la ville de Bathurst, mais on n'a jamais vraiment fait d'annonce pour dire comme oui, à cette journée-ci, il va y avoir des personnes pour y aller ramasser cet axe de la rivière. Donc, malheureusement, il y avait pas vraiment comme de nouvelles à travers de cet événement-là. Mais à la fin, juste le fait que le Axel, c'était en dehors de la rivière et la ville de Bathurst, ils l'ont ramassé après ça. C'était un succès, même si que pas trop le monde savait. C'était un succès pour moi. Oui, ben dans le fond, cet exemple-là, ça illustre vraiment bien que aux personnes qu'il ne faut pas jeter les déchets partout parce que regarde la quantité d'efforts que ça peut prendre pour enlever des déchets qu'ils ont jetés un peu partout. Exactement. Et dans cette situation ici, ça se peut que c'est à cause des individus qui envoient des déchets. Ça, normalement,
on essaie d'éviter, mais aussi des situations de circonstances telles le char-là, malheureusement, il a été écrasé comme dans les rivières et ils ont essayé d'enlever et il y avait seulement l'axle qui a resté. Mais quand j'ai été pour essayer de l'enlever, il fallait que j'écris comme des papiers puis que je signe des papiers pour dire que oui, on va entrer là pour l'enlever. Et il y avait plusieurs règles qu'il fallait que nous autres on fasse pour respecter comme la nature alentour à cause que c'était une rivière. C'est une place où il y a plusieurs animaux et plusieurs plantes y vivent. Donc, il y avait tous ces règlements pour nous autres pour essayer de le nettoyer, mais il y avait pas vraiment de règlement pour la personne qui a qui a envoyé son char dans la rivière. Et malheureusement, il y a des situations comme ça où pas juste les individus, mais soit des compagnies ou même juste des grands événements comme ça y arrivent et qu'il y a rien que la ville peut faire pour le prévenir, sauf que juste de dire il faut pas faire ça. Et malheureusement, la plupart des situations-là, il faut le prévenir, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de récupérer, d'essayer d'aider l'environnement après que quelque chose a été fait. Donc, le terme réparation, nous autres, on répare au lieu de prévenir. Et on essaie de focuser plus sur prévenir des situations comme ça. Mm-hmm. Oui, j'aimerais te demander, selon toi, c'est quoi les plus grands défis environnementaux au Nouveau-Brunswick? Probablement la secteur énergétique. Ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter plus d'énergie verte et de réduire les émissions. Mais tout de suite, les combustibles fossiles sont tellement, au moins ils ont l'air tellement intégrés dans le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la grille énergétique que personne pense, ouais, on peut fermer une usine ou une centrale électrique. Même tout de suite, il y a des rumeurs qu'à Scodoc, ils vont essayer de faire une nouvelle centrale électrique. Maintenant, on sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont probablement avoir une centrale énergique spécifiquement de gaz. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Et après plusieurs recherches en parlant avec des experts, on a trouvé que 50% de l'énergie au Nouveau-Brunswick, c'est pas produit par des gaz, des combustibles fossiles qui causent des gaz à effet de serre. La plupart de l'énergie, c'est de la plante nucléaire au sud de la province. Et l'autre, c'est des projets hydroélectriques. Donc, l'autre moitié, ça, c'est les centrales électriques qui ont des combustibles fossiles. Et là, ça divise encore avec d'autres projets comme de l'huile biologique et du charbon. Le charbon, c'est le produit énergétique le moins utilisé, ce qui fait les gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est bien. Mais malheureusement, les projets solaires et les éoliennes sont moins que ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de remplacer ces usines-là de charbon et des combustibles fossiles par des projets plus verts tels les éoliennes et les panneaux solaires. Une chose que je pourrais aussi dire, c'est que on n'a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être le cas. Tout de suite, à l'île du Prince-Édouard, leurs projets énergétiques verts sont incroyables. Ils ont beaucoup plus d'éoliennes et à peu près à chaque 3 maisons, il y a des panneaux solaires. Donc, eux autres, ils ont déjà des projets, des initiatives, des compagnies qui travaillent avec le gouvernement pour électrifier la grille énergétique. Mais pour nous, il faut qu'on soit comme eux autres. Il faut montrer que les panneaux solaires et les éoliennes, eux autres, ils sont les projets énergétiques les moins chers en termes de création et d'entretien en comparaison des combustibles fossiles où ce qu'il faut extraire et là, les faire brûler. Donc, là, il y a 2 situations là où il y a des situations où le carbone peut échapper. Il y a aussi plusieurs situations où les panneaux solaires,
ils vont pas avoir une crise écologique telle un échappement d'huile. Mhm. Même chose pour les éoliennes. Il y a des types de pour et des contre avec les éoliennes et les panneaux solaires que la plupart des personnes focusent dessus, telles les éoliennes. Avec les oiseaux, ça se peut qu'il y aurait un danger avec les oiseaux migratoires, mais avec les combustibles fossiles et le changement climatique, ces comptes-là, ils sont là, mais ils sont négligibles contre tous les effets que les combustibles fossiles sont en train de faire tout de suite et qui vont continuer de faire si on baisse pas nos émissions. Une autre chose que je voudrais dire qui pourrait être une difficulté, c'est ce qui s'arrive tout de suite avec la politique fédérale. Ils veulent faire des projets verts, mais aussi des projets d'énergie typiques, qui veut dire des combustibles fossiles. Et ils essaient de au moins décarboniser l'énergie fossile. Et malheureusement, la décarbonisation, oui, c'est une idée, mais c'est pas une excuse pour créer plus de pipelines ou créer plus d'usines ou de centrales électriques. Parce que la décarbonisation, ce que c'est d'enlever le carbone quand on essaie de prendre l'huile, le gaz, le diesel, ces projets-là, et on prenne le carbone qui est utilisé pour ces projets-là et soit on le met dans la terre, on a des projets pour le contenir. Mais là, il y a aussi le problème pour que quand on va le brûler. On peut dire que oui, on va décarboniser les usines pour générer de l'électricité, mais avec chaque litre et chaque goutte de l'huile ou de gaz qu'on va vendre à d'autres places, on serait pas capable d'y aller les chercher comme chaque morceau de carbone qui vont brûler de ça. On serait pas capable de les suivre après qu'on l'aura vendu. Donc, ça, c'est un autre problème qui est normalement le plus gros problème pour les gaz à effet de serre. Et malheureusement, le gouvernement, tout de suite, ils sont en train de focuser plus pour l'extraction des gaz à effet de serre. Mais pour la décarbonisation, ce que je voudrais voir, c'est que la capture du carbone soit utilisée avec la réduction de l'utilisation des produits fossiles qui causent les gaz à effet de serre. Parce que tout de suite, on est déjà avec tellement de parties par million de CO2 ou de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on est en train d'avoir des problèmes et des réactions horribles avec le changement climatique. Et même si qu'on soit à net zéro, le montant de carbone va encore être là. Tout de suite, on n'est absolument pas à net zéro. On envoie encore de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, même si qu'on a des situations de capture, on a déjà ce gaz-là dans l'effet de serre et on en voit plus. Donc, c'est facile d'expliquer qu'il faut juste arrêter la production de gaz à effet de serre pour que la décarbonisation, ça fait du sens. Mm. Malheureusement, le gouvernement, ils veulent utiliser la décarbonisation comme une raison de continuer à produire des gaz à effet de serre. Donc, ça devrait être le contraire. Ça devrait être une des dernières étapes pour nous arriver à une situation où ce que le changement climatique soit pas à une situation désastreuse que tout de suite, malheureusement, on est en train d'arriver à. Et selon toi, est-ce que tu penses que les citoyens et citoyennes du Nouveau-Brunswick sont conscientisés à ces problèmes-là ou du changement climatique? Dans ce cas-là, oui, mais malheureusement, la seule chose qui nous empêche, c'est que nous savons pas quoi faire. La plupart des personnes qui m'arrivent avec des situations telles comme ils ont peur du futur ou que il y a des situations où que les inondations ou des feux de forêt les touchent, malheureusement, ils nous arrivent et ils disent OK, qu'est-ce que nous autres on peut faire? Et il y a aussi de l'apathie en termes de que le monde est en train de se ruiner et on est tellement petit avec un tel gros problème. Mais on est capable de faire des choses. On est capable d'en parler, on est capable d'en discuter, soit avec nos collègues, soit avec notre famille.
mais aussi, on est capable de parler avec les personnes, les représentantes dans la politique. Je suis en train de parler avec des MLA. J'ai parlé avec Monsieur Robert Gauvin et il voulait parler avec les jeunes à propos de ces situations-là. Et il y a plusieurs groupes qui veulent encourager les jeunes pour participer en politique et de parler avec leurs représentants, tel le My Climate Plan. Et ce que je dirais pour les générations futures, c'est que voter et communiquer avec votre représentant, c'est la meilleure chose à faire, à cause que eux autres, ils savent ce qui s'arrive dans le monde, ils savent ce qui s'arrive tout de suite, mais ils veulent avoir des idées. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de propulser des idées d'énergie verte dans le secteur municipal, provincial et fédéral. Une chose qui est vraiment importante, c'est de savoir comment diviser votre énergie en termes de qui parler à, parce que il y a des situations où ce que le provincial et les représentants provinciaux sont pas capables de faire quelque chose, mais soit la municipale ou la fédérale est capable. Donc, savoir qu'est-ce que les personnes fédérales, municipales et provinciales peuvent faire, c'est vraiment bien à comment expliquer des nouveaux projets et d'avancer au projet que vous voulez faire. Et en termes des jeunes qui ont de l'apathie et qui ont peur du futur, vous n'êtes pas seul. Il y a tellement de personnes qui sont en train de combattre la situation qu'on est dedans en termes de réparation et de prévention, que il y a plein de groupes que vous serez capable de soit parler à, rejoindre, travailler avec, qui veulent avoir un meilleur futur pour tout le monde. C'est pas juste moi avec Maritime Against Climate Change. Il y a aussi Seniors for Climate, ACORN, Seniors for Peace. Il y a même des groupes gouvernementaux comme le New Brunswick Environmental Network, NBN, et aussi le Conservation Council of New Brunswick, que vous pouvez parler avec eux autres et planifier si vous avez des projets ou si vous voulez juste parler avec quelqu'un pour juste savoir ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils veulent faire. En bref, je dirais que nous savons les risques et nous savons ce qui nous parvient si on continue à envoyer les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais il faut aussi encourager les individus en leur disant qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent communiquer avec leurs représentants et tout de suite, même s'il y a des situations telles aux États-Unis qu'il y a plusieurs personnes qui essayent d'arrêter le progrès à l'énergie verte, il y a honnêtement tellement de personnes et tellement de groupes qui sont en train de combattre pour un meilleur futur. Et si vous avez peur du futur ou si vous êtes en train de craindre de ce qui est en train d'arriver, la meilleure chose à faire, c'est de rejoindre ces groupes-là et de trouver votre groupe pour essayer de faire un meilleur futur. Oui, et donc ça tombe bien avec ma prochaine question, c'est quoi les conseils que tu as à donner pour quelqu'un qui aimerait s'impliquer dans les causes environnementales au Nouveau-Brunswick? Dans ce cas-là, une chose que je dirais, c'est d'être connecté, de trouver des groupes d'activistes, des groupes professionnels qui sont en train de faire des événements. Et il y a toujours des événements qui s'arrivent partout des maritimes, partout au Canada, qui célèbrent l'environnement. Et dans ce cas-là, c'est une excellente place à faire des connexions avec des groupes et de voir quels projets qu'ils sont en train de faire. Et honnêtement, comme quand j'ai commencé en 2022, ça c'était après les grandes manifestations de Greta Thunberg et juste après COVID où tout le monde était isolé. Une des choses que moi j'ai dit à moi-même, c'était si moi je le fais pas, qui est-ce qui va le faire? Et ça m'a donné la motivation de créer un petit groupe, littéralement juste avec mes amis à Bathurst, de faire des petites protestations, de faire des événements pour ramasser des déchets. Et honnêtement, même si que les plus gros problèmes, c'est des problèmes systématiques, vous pouvez essayer de combattre les problèmes systématiques et de faire des choses individuelles comme ramasser des déchets, faire des événements pour aider votre communauté et de juste faire des choses personnelles. Mais
Après que j'ai fait ces projets-là, j'ai vu que j'avais une capacité de rejoindre à d'autres groupes et de faire d'autres projets plus grands et de faire une différence. Et ça, c'est pourquoi que je suis en train de faire toutes ces choses-là maintenant, à cause que je veux faire une différence pour le bien. Et il y a tellement de personnes que je connais qui ont cette passion-là et que je voudrais absolument les voir devant une foule en train d'expliquer comme quoi faire ou d'advoquer pour les énergies vertes et un meilleur futur pour tout le monde. Et honnêtement, la seule personne qui vous empêche, c'est vous autres même. Ce que j'ai fait au début, c'était de trouver une date, de parler avec les villes pour voir comme s'ils sont corrects. Une chose que je dirais, c'est de parler avec la police en avance pour juste leur dire oui, il va y avoir un événement ici, juste pour vous dire, pour pas freaker out personne. Mais juste par des contacts et de parler avec du monde, même par des avertissements comme par télé ou par Internet, par radio. Par Internet, normalement, c'est plus facile. Mais si vous avez de l'argent, de le faire par radio, c'est aussi possible. Et de juste être en contact avec des compagnies de nouvelles, telles CBC, Acadie Nouvelles, même CTV, Radio-Canada, toutes ces places-là, ils veulent avoir des nouvelles de ce qui s'arrive dans votre municipalité et ils veulent connaître les histoires des personnes. Et si vous faites des événements, ça donne une chance pour que le monde connaisse vos aspirations, vos projets et pour mettre plus des yeux sur le grand problème qui nous arrive tout de suite. Oui, donc ça fait pas mal le tour de mes questions. Donc, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi d'ajouter, mais dont tu n'as pas encore l'occasion de parler? Dans ce cas-là, une des choses le plus importantes que je dirais, c'est de communiquer avec tout le monde. Même si que c'est des gens qui ont pas les mêmes vues que vous ou que même des vues contraires que vous. La meilleure façon de combattre la désinformation puis la nouvelle résurgence comme de malinformation, c'est de parler avec des personnes, trouver des situations personnelles que eux autres y ont vécues et d'essayer de trouver des choses que vous et eux, vous avez en commun. Et dans ce cas-là, je dis pas comme s'il y a des personnes qui veulent rien faire de vous, des choses comme ça, d'essayer comme de les suivre, mais s'il y a des personnes qui ont des questions, qui croient pas quelque chose ou qui sont pas encore sûrs, de juste les parler puis d'essayer d'expliquer. Vous n'avez pas besoin de vraiment expliquer des détails ou des choses scientifiques comme ce que j'ai parlé avec vous. J'ai pas donné trop de statistiques ou rien comme ça. J'ai parlé de ce que moi j'ai vécu et ce qui s'est arrivé à des personnes à l'entour de moi. Et ça, c'est plus facile à comme convaincre des personnes de juste envoyer des numéros et envoyer des noms dans leur face en termes de des choses abstraites. C'est de vraiment garder comme des vues personnelles et de montrer que oui, c'est en train d'arriver à tout le monde, incluant vous. Ça, c'est ce qui aide à avoir comme des points communs et qui aide au moins à avoir plus de personnes qui savent ce qui s'arrive et plusieurs personnes qui veulent changer pour le bien. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. De rien. Merci pour m'avoir et j'espère qu'il y a plusieurs personnes qui seront intéressées par ce projet. Avant de terminer aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez vous mobiliser pour les enjeux environnementaux en visitant sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et des événements. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page d'accueil pour recevoir des mises à jour régulières sur les enjeux environnementaux au Canada. Vous pouvez aussi trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et écouter le podcast L'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, YouTube et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal au 90.3 FM le mardi à 11h heure de l'Est, toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir le dernier épisode.